Bonjour. Alors, cette séance, en fait, à la demande donc, de certains étudiants, je vais revenir au cours pour revoir avec vous certaines notions fondamentales de statistique inférentielle. Alors, je vais donc revenir au cours et traiter donc ces notions à travers, en fait, deux exercices. Les deux exercices, en fait, vous allez trouver le corrigé dans le livre. L'important, ce n'est pas tellement l'important est bon, le corrigé, donc vous l'avez. Ce qui est important ici, c'est la démarche, la méthode de travail. Alors, commençons par le premier exercice. L'exercice en fait, l'exercice 10 des travaux dirigés, séances 1 et 2. On cherche à étudier les dépenses moyennes en soins médicaux pour les personnes âgées de plus de 65 ans. À cette fin, on a estimé la dépense moyenne et l'écart type de dépenses à partir d'un échantillon. Les résultats obtenus sont les suivants. Pour donc, les 32 personnes âgées de plus de 65 ans, la dépense moyenne est égale à 1500 dirhams et l'estimation de l'écart type vaut ou est égale à 180 dirhams. D'accord, l'écart type a été estimé à 180 dirhams pour cette catégorie de personnes. Alors, première question, donner une estimation ponctuelle et une estimation par intervalle de confiance de la dépense moyenne et l'écart type des dépenses aux soins médicaux pour les personnes âgées de plus de 65 ans. D'accord? Alors, les questions qui restent, c'est en fait des questions en fait, c'est des tests à faire. D'accord? Donc, commençons. Donc, traitons d'abord la première question. Alors, la première chose, évidemment, comme d'habitude, c'est de présenter les données du problème. Donc, on va désigner par X le montant des dépenses mensuelles en soins médicaux de cette catégorie de personnes. Et on va supposer, pour pouvoir donc répondre aux différentes questions, on va supposer que la dépense est normale, c'est-à-dire que X suit la loi normale de paramètres M et sigma, où M désigne évidemment la dépense moyenne mensuelle en soins médicaux des personnes âgées de plus de 65 ans. C'est l'espérance de X en fait. Et sigma 2, c'est la variance des dépenses en soins médicaux de cette même catégorie de personnes. Alors, grand N désigne le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans, c'est-à-dire en fait la taille de la population. Taille de la population âgée de plus de 65 ans. Population donc de personnes âgées de plus de 65 ans. À partir donc d'un échantillon, les résultats suivants ont été obtenus. Pour N égale 32 personnes âgées de plus de 65 ans, donc la dépense moyenne, on a dit c'est 1500, et l'écart type a été estimé à 180 dirhams. D'accord? Alors, première question, donc estimation ponctuelle et estimation par intervalle de confiance de la dépense moyenne. Donc, pour l'estimation ponctuelle de la dépense moyenne en soins médicaux pour les personnes âgées de plus de 65 ans, cette estimation ponctuelle nous a été donnée déjà. D'accord? On nous donne en fait la dépense, l'estimation de la dépense. D'accord? X bar égale 1500. Donc, pour l'estimation ponctuelle, aucun problème. D'accord? Elle est déjà donnée. X
par ces 1500. Alors maintenant, pour l'estimation par intervalle de confiance. Alors, pour estimer par intervalle de confiance, un paramètre donné, il faut absolument disposer de l'estimateur de ce paramètre. D'accord? Et de la loi de cet estimateur. Alors, le meilleur estimateur de M, c'est la moyenne d'échantillonnage. Le meilleur estimateur de la dépense moyenne du paramètre M, donc, c'est la moyenne d'échantillonnage. Et cette moyenne d'échantillonnage suit généralement la loi normale de paramètre M et S2 sur N. D'accord? En supposant que le taux de sondage est faible. D'accord? Bon. J'ai l'estimateur, le paramètre qui m'intéresse, j'ai sa loi. D'accord? Je peux maintenant commencer à estimer par intervalle de confiance le paramètre en question. Alors, juste une question. Pour ce qui est, pourquoi j'ai supposé un faible taux de sondage? Parce que, comme vous le savez, cette hypothèse est nécessaire. D'accord? Cette hypothèse est nécessaire pour pouvoir donc, ici, donc, l'hypothèse est nécessaire parce que le facteur d'exhaustivité, en fait, apparaît au niveau de la variance lorsqu'on considère un estimateur exhaustif. D'accord? Et notre problème ici, c'est que N n'est pas donné, la taille de la population. Est-ce qu'on connaît le nombre, la taille de la population des personnes âgées de plus de 65 ans? Non. D'accord? Donc, on est obligé de supposer un faible taux de sondage. D'accord? Pour pouvoir utiliser un estimateur, en fait, non exhaustif. D'accord? Comme c'est le cas ici. Pour pouvoir donc se situer dans le cas non exhaustif. D'accord? On n'a pas le choix. Donc, on est obligé de faire cette hypothèse pour pouvoir, donc, pour éviter ce problème. D'accord? Alors, donc, l'estimateur du paramètre que j'ai utilisé, en fait, c'est un estimateur non exhaustif du paramètre. Alors, maintenant, je vais revenir tout à l'heure sur le choix entre, en fait, estimateur exhaustif et estimateur exhaustif et estimateur non exhaustif. D'accord? Alors, restons dans la démarche pour estimer par intervalle de confiance. Alors, à partir de là, donc, j'ai le paramètre, j'ai donc l'estimateur, j'ai la loi de l'estimateur, d'accord? Mais l'écart type est inconnu. Donc, à partir de là, comme indiqué dans le cours, d'accord, je dois considérer la variable centrée réduite pour pouvoir donc estimer par intervalle de confiance. Alors, la variable centrée réduite, en fait, d'accord, cette variable centrée réduite suit la loi de Student parce que j'ai remplacé l'écart type par l'estimateur, en fait, de l'écart type.
D'accord? Donc, le rapport ici, j'ai une normale, une variable normale en numérateur sur la racine carrée d'une qui 2, divisé par le nombre de degrés de liberté, comme démontré dans le cours. D'accord? Donc, j'ai bien une variable de student à n-1 degré de liberté. Et cette variable, cette loi de student, je peux la remplacer dans ce cas par la loi normale, puisque n est, puisque le nombre de degrés de liberté est supérieur ou égal à 30. D'accord? Alors, étape suivante, c'est le calcul des valeurs critiques, Z alpha sur 2. Le calcul de la valeur critique, Z alpha sur 2. Alors, comme indiqué dans le livre, la démarche est la suivante. Donc la démarche suivante pour estimer par intervalle de confiance le paramètre n, c'est d'encadrer dans une première étape la variable centrée réduite, c'est-à-dire z, pour pouvoir trouver tout simplement la valeur critique z alpha sur 2. D'accord? Donc, en utilisant une simple une table de la loi normale, on déduit tout de suite que z alpha sur 2 est dans ce cas égal à 1,96. Alors, à partir de là, une fois z alpha sur 2 trouvé, d'accord, je vais déduire à partir de là, donc, un encadrement pour le paramètre que je cherche. Paramètre qui m'intéresse, c'est-à-dire, dans ce cas, la dépense moyenne, c'est-à-dire M, que j'ai appelé M. Alors, dans un échantillon maintenant particulier, l'estimateur de la moyenne va prendre cette valeur particulière, 1500. D'accord? Z alpha sur 2, je l'ai calculé, je l'ai déterminé tout à l'heure. D'accord? Et S, en fait, l'estimateur de l'écart-type va prendre cette valeur particulière, 180. D'accord? 180 dirhams. Et N, pour nous, c'est 32. N, pour nous, c'est 32. D'accord? Aucun problème, donc, pour déterminer, pour encadrer, en fait, le paramètre N. Donc, finalement, voilà ce qu'on trouve comme, en fait, intervalle de confiance pour le paramètre N. Donc, 95 chances sur 100 que notre paramètre N, en fait, appartient à l'intervalle, à cet intervalle. Et 438, 1562 dirhams. D'accord? 95 chances sur 100 que la dépense moyenne, donc, varie entre 1438 dirhams et 1562 dirhams dans ce cas. Alors, donc voilà donc pour ce qui est de l'encadrement de l'estimation ponctuelle et de l'estimation par intervalle de confiance du paramètre N. Alors maintenant, pour ce qui est maintenant de l'estimation de l'écart-type. D'accord? Pour l'estimation ponctuelle, là encore, l'estimation ponctuelle de l'écart-type, aucun problème. Elle est déjà donnée, c'est S égale 180 dirhams. Donc pour l'estimation ponctuelle, pas de problème. D'accord? Alors maintenant, pour l'estimation par intervalle de confiance. Alors, là encore, donc, là encore, on a donc supposé un taux de sondage faible pour pouvoir utiliser un estimateur non exhaustif, pour pouvoir donc se situer dans le cas non exhaustif. Alors, dans le cours, on a vu donc des estimateurs, on a pu construire des estimateurs exhaustifs et des estimateurs non exhaustifs. Et on a vu dans le cours également que les estimateurs exhaustifs
sont toujours meilleurs que les estimateurs non exhaustifs. D'accord? L'estimateur exhaustif de la variance, d'accord? L'estimateur exhaustif de la variance, d'accord? Le meilleur estimateur, en fait, exhaustif de la variance, c'est S de n seconde, ce qu'on a appelé S de n seconde, c'est-à-dire quasi-variance multipliée par N-1 sur grand N. D'accord? Alors, pourquoi les estimateurs exhaustifs sont meilleurs que les estimateurs non exhaustifs? D'accord? Tout simplement parce que ces estimateurs sont plus efficaces. D'accord? Comme on l'a vu dans le cours. Ils sont plus efficaces. D'accord? Et ils sont plus efficaces, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire plus efficace? Ça veut dire que, en quelque sorte, l'erreur d'estimation, si on utilise donc un estimateur exhaustif, on réduit du même coup l'erreur d'estimation. En fait, c'est l'erreur quadratique moyenne qu'on réduit, en fait. D'accord? D'accord? Donc, l'erreur d'estimation, pour schématiser, l'erreur d'estimation est réduite, d'accord? L'erreur d'estimation est réduite, d'accord? L'erreur d'estimation, donc, des estimateurs, l'erreur d'estimation, donc, est réduite lorsqu'on utilise un estimateur exhaustif. D'accord? On dit que les estimateurs exhaustifs sont plus efficaces que les estimateurs non exhaustifs. D'accord? Et ici, quel que soit en fait le paramètre considéré, quel que soit le paramètre considéré, donc on a montré dans le cours que toujours les estimateurs exhaustifs, d'accord? Les estimateurs exhaustifs restent toujours plus efficaces que les estimateurs non exhaustifs. D'accord? Alors, le problème, c'est que le problème avec les estimateurs exhaustifs, c'est que grand N, la taille de la population, est généralement, cette taille est généralement inconnue. Généralement, on ne nous donne pas la taille de la population. De plus, le taux de sondage est généralement faible. D'accord? Le taux de sondage est généralement faible, donc on peut se permettre, on peut en fait assimiler le sondage effectué à un sondage, on peut assimiler donc le sondage effectué à un sondage avec remise. D'accord? Ainsi, un sondage non exhaustif. D'accord? Donc on peut se permettre, d'accord? Le taux de sondage faible nous permet de nous situer, d'accord? De nous situer dans le cas non exhaustif. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire sondage? Qu'est-ce que ça veut dire taux de sondage faible? D'accord? Ça veut dire tout simplement que lorsque la taille de la population est très faible et négligeable devant grand N, peu importe le mode de tirage. D'accord? Qu'on procède par tirage avec remise ou par tirage sans remise, peu importe. D'accord? Si vous voulez, le résultat est pratiquement le même, quel que soit quel que soit le mode de tirage utilisé. D'accord? Donc, lorsque le taux de sondage est faible, donc on peut
peut très bien assimiler, on peut considérer le sondage effectué comme un sondage avec remise et par conséquent, on peut se permettre d'utiliser les estimateurs non exhaustifs. Alors, vous voyez, c'est-à-dire en plus, j'ai, si vous voulez, un estimateur moins lourd, si vous voulez, que l'estimateur exhaustif. D'accord? Mais ce n'est pas la raison fondamentale. D'accord? La raison essentielle, c'est que les deux principales raisons, c'est que N, la taille de la population est généralement inconnue, d'une part, et le taux de sondage est généralement faible. Donc, on peut se permettre donc d'utiliser on peut considérer, donc on peut se permettre donc d'utiliser dans ce cas les estimateurs donc non exhaustifs. D'accord? Alors, et cela est valable pour les autres estimateurs. Donc, j'ai pris ici l'exemple de l'estimateur de la variance, mais on peut raisonner, on peut faire la même remarque au niveau pour les autres estimateurs qu'on a vus pour le coup. Alors, à partir de là, d'accord, si je veux estimer, si je veux donc encadrer, si je veux estimer par intervalle de confiance la variance ou l'écart. D'accord? Ici, il s'agit d'estimer par intervalle de confiance l'écart type. Alors, pour pouvoir estimer par intervalle de confiance un paramètre, on a dit, il faut connaître l'estimateur de ce paramètre et la loi de l'estimateur de ce paramètre. Alors, je veux donc ici encadrer l'écart type. D'accord? Je vais utiliser, je vais d'abord encadrer en fait la variance et à partir d'un encadrement de la variance, déduire un encadrement pour l'écart type. Parce que je sais comment, je connais donc l'estimateur de la variance et je connais la loi de l'estimateur de cette variance sans problème. Alors, dans le cours, on a vu qu'il suffit de multiplier par n-1 et diviser par sigma 2 pour obtenir une variable de qui 2. D'accord? Il suffit de multiplier n-1, il suffit de multiplier donc l'estimateur de la variance par n-1 et diviser par sigma 2, comme on l'a fait ici, pour trouver donc une qui 2, une variable de qui 2 à n-1 degré de liberté. D'accord? Donc, j'ai ici la loi de ce rapport. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord donc encadrer ce rapport et déduire à partir de là un encadrement pour le paramètre qui m'intéresse. Donc, je vais commencer d'abord par encadrer le rapport pour pouvoir trouver, comme d'habitude, les valeurs critiques. Mais ici, il s'agit de la loi de qui 2, c'est-à-dire une loi qui n'est pas symétrique. D'accord? Donc, je dois en fait calculer deux valeurs critiques, à savoir la valeur qui 2 à moins alpha sur 2 et la valeur qui 2 alpha sur 2. Alors, en utilisant la table de la loi du qui 2, d'accord, on trouve facilement donc les valeurs critiques. D'accord? Les valeurs critiques dont on a besoin. D'accord? Alors, j'ai les valeurs critiques, d'accord? Donc, j'ai encadré
le rapport. À partir de ce rapport, à partir de l'encadrement de ce rapport, je vais déduire donc un encadrement pour, en fait, les quartiers. Et le tour est joué. D'accord? J'ai un encadrement pour les quartiers. Maintenant, ce n'est pas terminé. Dernière phase, dernière étape, c'est de considérer donc un échantillon particulier. Je vais considérer le même échantillon particulier que celui de l'énoncé, évidemment. Alors, dans l'échantillon particulier, la variance, en fait, l'estimateur de la variance, d'accord, va prendre cette valeur particulière dans l'échantillon. D'accord? Qui de alpha sur 2, je l'ai déjà calculé tout à l'heure, utilisant donc une table. D'accord? N, c'est 32 pour nous. N, c'est la taille de l'échantillon considéré. Donc, aucun problème. Donc, pour donc, encadrer, en fin de compte, les quartiers. D'accord? Alors, la démarche utilisée pour, en fait, estimer par intervalle de confiance reste la même, quel que soit, en fait, le paramètre qui nous intéresse, le paramètre considéré. D'accord? Qu'il s'agit d'une proportion, qu'il s'agit de la moyenne, du paramètre M, qu'il s'agit de la variance, c'est toujours la même démarche. D'accord? Alors, on va voir en fait, on va voir maintenant l'exercice net pour rester toujours dans l'estimation par intervalle de confiance. Donc, on va considérer l'exercice 9 maintenant. Et on va voir en fait que la démarche est exactement la même. On va en fait ici estimer, encadrer la différence de deux paramètres. Et on va voir en fait que la démarche est exactement la même que tout à l'heure. D'accord? Alors, commençons d'abord par les données du problème. D'accord? Présentons d'abord les données du problème. Alors, une entreprise E vend un produit X dans deux pays notés 1 et 2. Soit P1 et P2, les parts de marché de cette entreprise dans les pays 1 et 2 respectivement. Dans le pays 1, une enquête a montré que sur 10 000 personnes interrogées, 5 245 achetaient le produit X. Dans le pays 2, une enquête a montré que sur 15 000 personnes interrogées, 6 150 achetaient le produit X. Alors, première question, donner une estimation ponctuelle et une estimation par intervalle de confiance au seuil de 5% pour la différence P1 moins P2 des parts de marché occupées par ce produit dans ces deux pays. D'accord? Donc, première chose à faire, c'est de présenter les données du problème. D'accord? Alors, P1 désigne, on va désigner par P1 la part de marché de l'entreprise dans le pays 1. Et en fait, c'est Y1 sur N1. Y1, en fait, c'est quoi? C'est en fait le nombre d'acheteurs du produit X dans le pays 1 sur le nombre total d'acheteurs dans le pays 1. D'accord? P2, c'est la part de marché de l'entreprise dans le pays 2. Alors, on dispose de deux échantillons particuliers. L'échantillon E1 pour le pays 1 conduit à une part de marché empirique égale à combien? 5245 sur 10 000. D'accord? On obtient une part de marché empirique de 52% environ, avec N1 égale 10 000, dimension donc de E1. Dimension de l'échantillon E1. Alors, l'échantillon E2 pour le pays 2 conduit à une part de marché empirique égale à F2. F2, c'est en fait 150 sur 15 000. D'accord? Soit une part de marché de 41%. Avec N2 égale 15 000. Alors,
on va désigner par P1 un estimateur de la part de, en fait, oui, un estimateur de la part de marché P1 dans le pays 1. Alors, Pn1 suit généralement la loi normale du paramètre P1 et racine de P1 moins P1 sur N1, comme on l'a vu dans le cours. Ça, c'est la variance, et Q sur N, donc, de façon générale. Donc, à partir de là, je peux déduire la variable centrée réduite, qui suit la loi normale. La loi normale centrée réduite. Et soit N2, un estimateur de la part de marché P2 dans le Pn2, d'accord, suit généralement la loi normale P2, racine de P2 à moins P sur 2. Donc à partir de là, sur N2, donc, à partir de là, je peux déduire, là encore, la variable centrée réduite. Alors, ce qui m'intéresse ici, en fait, c'est la différence des paramètres, c'est-à-dire la différence P1 moins P2. Alors, pour pouvoir encadrer, donc, pour pouvoir estimer par intervalle de confiance la différence, je dois connaître l'estimateur de cette différence. Alors, l'estimateur de cette différence, c'est tout simplement la différence des estimateurs. D'accord? Alors, les deux échantillons étant indépendants, l'estimateur de la différence suit également la loi normale. D'accord? L'espérance P1 moins P2, ça c'est l'espérance, donc, la différence des estimateurs, c'est P1 moins P2, et la variance, c'est la variance donc de Pn1 moins Pn2, qui n'est autre que la somme des variances. D'accord? Voilà, donc, c'est en fait la variance d'une différence de variables aléatoires. Une différence de variables aléatoires, c'est la somme des variances. La variance d'une différence de variables, d'accord, c'est la somme des variances. Donc, vous pouvez revenir évidemment à votre cours de calcul des probabilités dans ce cas, si vous avez des problèmes à ce niveau. Alors maintenant, à partir donc de la loi de l'estimateur, à partir de l'estimateur et de sa loi, je peux déterminer la variable centrée réduite. D'accord? Donc, vous voyez que en fait, je procède de la même façon qu'auparavant. D'accord? Pour pouvoir donc encadrer, pour pouvoir estimer par intervalle de confiance, en fait, la différence des paramètres. Alors, pour l'estimation ponctuelle de la différence P1 moins P2, pour l'estimation ponctuelle, d'accord, de la différence P1 moins P2, d'accord, l'estimation ponctuelle de la différence P1 moins P2, c'est la différence F1 moins F2, tout simplement. D'accord? P1 estimé par F1 et P2 est estimé par F2. P2 est estimé par F2. Donc, une estimation ponctuelle de la différence des paramètres est donnée par F1 moins F2, c'est-à-dire 0,5245 que j'ai calculé, c'est-à-dire 0,5245, en fait, c'est 5245 sur 10 000. Moins 0,41, c'est-à-dire 6150 divisé par 15 000. D'accord? Et le taux est joué. J'ai une estimation ponctuelle de la différence, P1 moins P2. Maintenant, l'estimation de l'écart type. L'estimation de l'écart type, il suffit donc d'estimer, d'estimer P1 par F1 et P2 par F2. D'accord? N1 et N2 étant donnés.
et le tour est joué, j'ai une estimation de l'écart type de la différence des estimateurs. Alors, maintenant, pour l'intervalle de confiance, pour donc maintenant encadrer. Donc, la deuxième partie de la question consiste à encadrer ou à estimer par intervalle de confiance, la différence des estimateurs. Estimer par intervalle de confiance P1 moins P2. D'accord? Maintenant, donc, il s'agit d'estimer par intervalle de confiance la différence P1 moins P2. Alors, pour estimer par intervalle de confiance la différence des paramètres, je dois considérer l'estimateur de cette différence, c'est-à-dire la différence des estimateurs. D'accord? Alors, la différence des estimateurs, on a dit, suit la loi normale. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est d'encadrer Z d'abord, la variable centrée réduite de tout à l'heure, c'est-à-dire cette variable, d'accord? Pour trouver la valeur critique, c'est alpha sur 2. D'accord? Ensuite, déduire à partir de là, d'accord, un encadrement pour P1 moins P2, pour la différence, donc P1 moins P2, en remplaçant Z par son expression, d'accord? Ensuite, déduire à partir de là, donc un encadrement pour P1 moins P2. Maintenant, la différence des estimateurs va prendre avec les deux échantillons particuliers cette valeur particulière, F1 moins F2. Z alpha sur 2, elle a été déjà calculée. Et j'ai ici l'estimation de l'écart type de la différence des estimateurs que j'ai calculé tout à l'heure. Et le tour est joué. Donc, F1 moins F2, c'est 0,5245 moins 0,41. Z alpha sur 2, j'ai ici en fait l'estimation de l'écart type de la différence des estimateurs. D'accord? Et le tour est joué. J'ai tous les éléments donc pour encadrer finalement la différence des paramètres. Donc, on peut dire comme interprétation, on peut donner comme interprétation l'interprétation suivante. Il y a 95 chances sur 100 que la différence de part de marché entre le pays 1 et le pays 2 soit comprise entre, en fait, 10,2% et 12,7%. Voilà, donc, vous voyez que la démarche pour estimer par intervalle de confiance est exactement la même que tout à l'heure. Quel que soit, en fait, le paramètre considéré, d'accord, on procède de la même façon, donc, pour estimer par intervalle de confiance. Alors, maintenant, voilà donc pour l'estimation par intervalle, de confiance. Alors maintenant, pour ce qui est maintenant des tests, alors je vais donner ici un premier aperçu des tests de façon générale, mais on va revenir évidemment, par la suite aux problèmes de test, d'accord, de plus près, d'accord, pour considérer différents cas. Mais là encore, la démarche, on va constater en fait que la démarche est la même, quel que soit en fait le test à effectuer, qu'il s'agit d'un test paramétrique de signification, d'un test paramétrique de comparaison ou d'un test
d'adéquation de tests non paramétriques. Alors revenons à l'exercice 10. Deuxième question, peut-on dire que les personnes âgées de plus de 65 ans dépensent en moyenne 1600 dirhams en soins médicaux? D'accord? Peut-on dire que les personnes âgées de plus de 65 ans dépensent en moyenne 1600 dirhams? Donc, il s'agit d'un test paramétrique de signification. D'accord? Donc, je veux tester l'hypothèse donc que les personnes âgées de plus de 65 ans dépensent en moyenne 1600 dirhams. Donc, ou bien ils dépensent 1600, ou bien ils dépensent une somme différente de 1600. D'accord? Donc, vous voyez ici qu'il s'agit d'un test en fait bilatéral. Je teste l'hypothèse nue que la dépense moyenne égale 1600 contre l'hypothèse alternative que la dépense moyenne est différente de 1600. Donc, il s'agit d'un test bilatéral. Je teste l'hypothèse nue contre l'hypothèse de différence. Alors, pour procéder à un test donc, de signification, d'accord, il faut, dans une première étape, en fait, fixer le risque alpha. D'accord? Le risque alpha est généralement fixé à 5%. D'accord? Ensuite, en fait, déterminer ou calculer la fonction discriminante du test. Et cette fonction discriminante, en fait, est construite à partir de l'estimateur du paramètre sur lequel porte le test. Alors, le paramètre sur lequel porte le test, en fait, c'est le paramètre M. Donc, je dois connaître l'estimateur, je dois considérer l'estimateur de ce paramètre. D'accord? Et la loi de ce paramètre, je dois connaître aussi la loi de l'estimateur. Alors, le problème ici, c'est que la dépense, c'est-à-dire l'écart type, en fait, l'écart type est inconnu. L'écart type est inconnu. On nous a donné ici une estimation de l'écart type. Donc, l'écart type est inconnu, donc je dois, en fait, considérer la variable centrée réduite et je remplace l'écart type par l'estimateur. Alors, si je procède de cette façon, j'obtiens, comme indiqué tout à l'heure, j'obtiens donc en fait une variable de student à 31 degrés de liberté. Donc, une variable de student, une loi de student que je peux remplacer en fait par la loi normale, puisque n est supérieur ou égal à 30. Alors, sous l'hypothèse nulle maintenant, la fonction discriminante du test s'écrit x bar moins. Donc, il suffit de remplacer la dépense moyenne M par l'hypothèse nulle, c'est-à-dire M égale 1600. Dans ce cas, M la remplace par 1600. Toute chose égale par ailleurs. D'accord? Alors, au seuil alpha égale 5%, Z alpha sur 2 égale 1,96. D'accord? À ce seuil correspond donc un Z alpha sur 2 égale 1,96. Donc, je déduis à partir de là que la région d'acceptation, c'est la région moins 1,96, 1,96, puisqu'il s'agit d'un test bilatéral. D'accord? La région d'acceptation, c'est cet intervalle, et la région de rejet, j'ai deux régions de rejet. La région moins l'infini, moins 1,96, et la région 1,96 plus l'infini. Donc, maintenant, avec l'échantillon disponible, je peux calculer la valeur de la fonction discriminante du test. D'accord? Donc, dans l'échantillon particulier, x bar va prendre cette valeur particulière, 1500. L'estimateur de la moyenne va prendre cette valeur particulière. D'accord?
Et l'estimateur de l'écart type va prendre cette valeur 180. Évidemment, je n'ai pas le choix, je prends les données de l'échantillon, donc les données donc disponibles, donc sur l'échantillon indiqué ou mentionné par l'énoncé. D'accord? Je n'ai pas le choix. D'accord? Maintenant, la taille de l'échantillon, c'est 32, elle est réjouée. Vous voyez l'intérêt, par exemple, de remplacer, de considérer la fonction discriminante sous l'hypothèse nulle. Donc, elle va nous permettre, cette procédure, cette façon de faire, va nous permettre de comparer, en fait, l'estimation et l'hypothèse nulle. D'accord? 1500 et 1600. 1500 et 1600. D'accord? Si la différence est très grande, d'accord? Ça veut dire que l'hypothèse nulle doit être rejetée. D'accord? On ne peut pas accepter l'hypothèse nulle, que m égale 1600. Si, par contre, la différence est faible, dans ce cas, on va dire, si la différence est faible, dans ce cas, on va pouvoir accepter l'hypothèse nulle. Donc, pour schématiser, d'accord? Voilà, si vous voulez, voilà l'idée. D'accord? Alors, si on calcule donc la valeur de la fonction discriminante, on trouve moins 3,14. Et moins 3,14 est inférieur à moins 1,96. Donc, on se trouve ce côté-là, c'est-à-dire de la région de rejet de l'hypothèse nulle. D'accord? Donc, H0 doit être rejeté ici. Donc, on va dire, à partir des résultats de l'échantillon avec un risque égal à 5%, on ne peut pas accepter l'hypothèse nulle selon laquelle les personnes âgées de plus de 65 ans dépensent en moyenne 1600 dirhams pour les soins médicaux. D'accord? On peut même dire que la dépense moyenne est plutôt inférieure à 1600. Plutôt inférieure. D'accord? Donc, en tout cas, l'hypothèse nulle ne peut pas être acceptée dans ce cas, au risque égal à 5%, évidemment. Risque généralement donc admis. Généralement, donc, on fixe généralement le risque à 5%. Alors, maintenant, troisième et dernière question de cet exercice, peut-on dire que l'écart type de dépenses est inférieur à 200 dirhams? D'accord? Donc, on nous donne l'hypothèse alternative. Hein. Donc, pour la première étape d'un test, c'est de formuler le test. D'accord? Et on formule le test à partir donc de la question. La question est la suivante. Peut-on dire que l'écart type des dépenses est inférieur à 200 dirhams? Donc, l'hypothèse alternative, c'est écart type inférieur à 200. Alors, pour la même raison que tout à l'heure, d'accord? Pour faire un test donc sur un paramètre, il faut disposer de l'estimateur et de la loi de l'estimateur. D'accord? Alors, pour ce qui est de l'écart type, pour les tests sur l'écart type, d'accord, on passe toujours un test sur la variance, étant donné que la variance, c'est le carré de l'écart type. D'accord? Donc, et je connais la loi, je connais donc l'estimateur
on a construit donc un estimateur pour la variance. D'accord? Et on sait déduire la loi. Et on sait donc déterminer la loi de l'estimateur. Donc, aucun problème. Donc, pour les tests sur l'écart type, d'accord, on passe en fait pour les tests pour donc procéder à des tests sur l'écart type, d'accord, au lieu donc de procéder à un test sur l'écart type, on procède à un test sur la variance, d'accord, pour les raisons que je viens d'indiquer. Alors, donc maintenant, comme je vais formuler le test, je vais formuler le test de la façon suivante. Donc, l'hypothèse nulle, c'est toujours variance égale 200 au carré. D'accord? Variance, c'est 200 au carré parce que l'écart type, c'est 200. Donc, variance, l'écart type, d'accord? Donc, l'hypothèse nulle, ça serait écart type égale 200, c'est-à-dire variance égale 200 au carré. Voilà exactement comment il faut donc formuler l'hypothèse nulle. Maintenant, l'hypothèse alternative, c'est écart type inférieur à 200 ou encore variance inférieure à 200 au carré, c'est-à-dire 40 000. D'accord? Voilà, donc voilà pour la première étape du test. Deuxième étape, détermination de alpha. Donc je vais fixer alpha, à 5% comme d'habitude. On ne nous donne pas alpha, donc si on nous donne peut-être alpha, non, on ne nous donne pas alpha, le risque alpha, donc on va prendre alpha égale 5%. Alors, troisième étape, la fonction discriminante du test maintenant. D'accord? Elle est construite toujours à partir de l'estimateur, du paramètre qui nous intéresse. Le meilleur estimateur, il faut utiliser évidemment le meilleur estimateur du paramètre. D'accord? Alors, l'estimateur de la variance, le meilleur estimateur de la variance, c'est S de n. D'accord? Multiplié par n-1 divisé par la variance, j'ai une variable du qui 2. D'accord? Le rapport, d'accord, donc suit la loi de qui 2 à n-1 degré de liberté. Ici, j'ai la fonction discriminante sous l'hypothèse nulle. D'accord? Pour la même raison que j'ai donnée tout à l'heure. D'accord? Pour pouvoir comparer. Donc, vous voyez que les étapes sont les mêmes que tout à l'heure. Donc, maintenant, quatrième étape, la région d'acceptation et région de rejet de l'hypothèse nulle. Alors ici, il s'agit d'un test. Il s'agit d'un test unilatéral à gauche. D'accord? Tout à l'heure, j'avais un test bilatéral. D'accord? Alors, un test unilatéral à gauche, donc pour un test unilatéral à gauche, je dois en fait déterminer une seule valeur critique. Alors, pour un test, lorsque le test est unilatéral à gauche, la région de rejet se trouve à gauche, se trouve de ce côté-là. Donc, j'ai à déterminer la valeur critique qui de à moins alpha. D'accord? Alors, en utilisant une table, on obtient tout de suite 19,281 comme valeur critique, qui de à moins alpha. Alors, cette valeur critique, d'accord, elle est telle que la probabilité que qui de soit supérieure à cette valeur critique, qui de à moins alpha, probabilité que qui de soit supérieur à cette valeur critique, qui de à moins alpha, probabilité est égale à moins alpha. Donc, là encore, cette valeur critique n'est pas, si vous voulez, cette notation n'est pas fortuite.
là encore, Q de 1 moins alpha, c'est la valeur critique telle que la probabilité que Q2 soit supérieure à cette valeur critique égale 1 moins alpha. C'est pourquoi je l'ai noté Q2 1 moins alpha. D'accord? Alors, donc la région d'acceptation, c'est cette région-là. D'accord? C'est la région Q2 plus l'infini. C'est la région 19,281 plus l'infini. Ça, c'est la région d'acceptation. La région de rejet, évidemment, c'est cette région. C'est la région, en fait, 0, 19,281. Alors, le crochet est fermé. C'est-à-dire, donc, la région d'acceptation comprend cette valeur critique, comprend la valeur critique, par convention. Alors maintenant, dernière étape, c'est la règle de décision. D'accord? Donc, je vais en fait calculer la valeur de la fonction discriminante, calculer donc la valeur de la fonction discriminante du test sous l'hypothèse nulle, d'accord? Et lui te réjouir. Je vais obtenir en général n-1 petit s au carré sur sigma de 0. D'accord? Et je vais comparer donc cette valeur, la valeur de la fonction discriminante du test à la valeur critique. Alors, calculons la valeur de la fonction discriminante du test. On va trouver donc n pour nous, c'est 32. 32 moins 1, c'est 31. S, c'est 180. D'accord? Maintenant, ça, c'est la valeur, en fait. J'ai ici la valeur, on a dit, la valeur de la fonction discriminante du test sous l'hypothèse nulle, que la variance égale 40 000. D'accord? Alors, si vous calculez donc la valeur de la fonction discriminante du test sous l'hypothèse nulle, vous allez trouver 25,11, c'est-à-dire une valeur supérieure à la valeur critique. Donc, on se trouve dans la région d'acceptation de l'hypothèse nulle. Par conséquent, on doit accepter l'hypothèse nulle. L'hypothèse, donc, que la variance égale 40 000, c'est-à-dire que l'écart type égale 210 grammes. On doit accepter l'hypothèse que l'écart type des dépenses, on doit accepter donc l'hypothèse que l'écart type soit égal à 210 dirhams, avec un risque d'erreur égal à 5%, évidemment. D'accord? La différence, donc, doit être considérée comme non significative, due, en fait, au hasard, aux fluctuations d'échantillonnage. D'accord? Alors, donc, vous voyez que, en fait, les étapes du test sont exactement les mêmes que tout à l'heure. D'accord? Les différentes étapes sont les mêmes. D'accord? Juste le type de test à effectuer qui est différent. D'accord? Le paramètre sur lequel porte le test peut être différent également, etc. D'accord? Mais la démarche est la même. La démarche, on procède de la même façon. Alors, on va voir en fait que la démarche est la même lorsqu'il s'agit par exemple de comparer deux paramètres. Alors, passons maintenant à l'exercice 9, deuxième question. Exercice 9, deuxième question. Donc, il s'agit ici, exercice 9, donc, deuxième question, P1 est-elle significativement différente de P2? Donc, rappelez-vous qu'il s'agit en fait de comparer les parts de marché d'une entreprise dans deux pays différents. D'accord? Donc, il s'agit d'un test de comparaison de deux proportions. D'accord?
Alors, dans ce cas, on considère toujours deux échantillons indépendants. Les deux échantillons doivent être indépendants, E1 et E2, dimensions respectives N1 et N2. Et on considère évidemment un caractère qualitatif ici. D'accord? Avec une fréquence donc empirique 1 dans l'échantillon E1, Fn2 dans l'échantillon E2. N1 et N2 doivent être suffisamment grandes, évidemment, afin de pouvoir remplacer la loi binomiale par une normale, par loi normale. Alors, la deuxième question donc consiste à comparer P1 et P2. P1 est-il significativement différent de P2? D'accord? Voilà la question. Alors, il s'agit donc d'un test en fait bilatéral, parce que je teste, il s'agit de tester la différence. Je teste la différence, d'accord? Je teste l'hypothèse de différence contre l'hypothèse d'égalité, comme d'habitude. Donc, je teste l'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse d'égalité, d'accord? Contre l'hypothèse de différence, évidemment. Alors, toujours, donc, formuler donc, le test à partir de la question. D'accord? Alors, l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse d'égalité. À partir de cette hypothèse, je peux encore écrire l'hypothèse nulle de cette façon. P1 moins P2 égale 0. L'hypothèse de différence, d'accord, je peux encore l'écrire P1 moins P2, différente, donc P1 moins P2, différente de 0. Deuxième étape, fixer alpha, comme d'habitude. Alpha, donc on ne nous la donne pas, donc je vais la fixer à 5% comme d'habitude. Alors, troisième étape, la fonction discriminante du test est donnée par Z. Donc, je dois construire la fonction discriminante du test à partir donc de l'estimateur du paramètre qui m'intéresse. Ici, en fait, je m'intéresse en fait à la différence des paramètres, P1 moins P2. Voilà, le test porte sur la différence, P1 moins P2. Donc, je dois considérer l'estimateur de la différence, c'est-à-dire la différence des estimateurs. D'accord? Comme on l'a vu auparavant, cette différence d'estimateur suit la loi normale du paramètre P1 moins P2 et racine carrée de la variance. À partir de là, je peux déduire donc la variable centrée réduite. D'accord? Alors, la fonction s'écrit donc Pn1 moins Pn2 sur l'écart. D'accord? Alors, l'étape suivante consiste en fait à déterminer la région d'acceptation et la région de rejet. D'accord? Alors, la région, il s'agit d'un test bilatéral, donc la région d'acceptation, c'est la région en fait moins 1,96. Donc, à alpha égale 5% correspond évidemment une valeur critique, Z alpha sur 2 égale 1,96. D'accord? Par conséquent, puisqu'il s'agit d'un test bilatéral, d'accord? Alors, je note toujours Z alpha sur 2 pour lorsque j'ai un intervalle en fait. Lorsqu'il s'agit d'un test bilatéral. D'accord? Je note Z alpha lorsque il s'agit d'un test bilatéral, comme on va le voir dans la partie test. Dans la partie
dans la partie TD sur les tests. Travaux dirigés sur les tests statistiques. D'accord? Donc ici, l'intervalle, en fait, l'intervalle d'acceptation, c'est l'intervalle moins 1,96, 1,96. D'accord? Cet intervalle, donc, représente la région d'acceptation de l'hypothèse nulle. Et à l'extérieur de cet intervalle, évidemment, j'ai les régions de rejet. D'accord? Les deux régions de rejet. J'ai la région moins l'infini, moins 1,96, comme tout à l'heure, et 1,96 plus l'infini. Donc vous avez constaté que les bornes, la région d'acceptation, d'accord, contient les bornes inférieures et supérieures. D'accord? Par convention, en fait. Alors, dernière étape, c'est règle de décision. Maintenant, je vais calculer la valeur de la fonction discriminante du test, d'accord, à partir des deux échantillons particuliers disponibles, d'accord. Si je calcule la valeur de la fonction discriminante, voilà ce que je dois trouver. Donc, en fait, une valeur largement supérieure à 1,96. Donc, vous voyez que je ne peux pas accepter l'hypothèse nulle. D'accord? L'hypothèse nulle n'est pas acceptable. La différence est trop grande. La différence est trop grande. D'accord? Il faut schématiser. La différence est trop grande. Donc, je ne peux pas accepter l'hypothèse nulle. H0 doit être rejeté. P1, je vais considérer que P1 est significativement différent de P2. P1 est probablement, de plus, P1 est probablement supérieur à P2. D'accord? Alors, ce que vous avez constaté, ce que vous devez constater, c'est que la démarche pour estimer par intervalle de confiance ou pour effectuer les tests est exactement la même. D'accord? Voilà ce que vous devez constater. Donc, on va revenir évidemment dans la partie, donc, comme annoncé tout à l'heure, dans la partie travaux dirigés, on va revenir sur les tests pour évidemment évoquer les différents cas qui se présentent. On va s'arrêter à ce niveau et à la prochaine.